Bonsoir, bonsoir. Alors, on va pouvoir commencer. Eh bien, écoutez, bienvenue à la mise à jour du vrai Ségur de la santé, cette deuxième session, donc sur le thème de la santé mentale. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au premier vrai Ségur de la santé, en fait, on va faire plusieurs tours de table avec des experts de terrain, des professionnels de santé, qui pourront parler de leur expertise en ce qui concerne la santé mentale et qui pourront faire leurs propositions pour ensuite présenter aux décisionnaires qui, pour l'instant, ne nous écoutent pas encore beaucoup. Alors pour ça, je vais vous présenter les différents intervenants. Alors aujourd'hui, il y a Florence Brony. Florence, est-ce que je te laisse te présenter? Oui, bonjour. Donc, je suis Florence Brony, je suis psychomotricienne et présidente du syndicat national d'Union des psychomotriciens, le SNUP. Merci beaucoup. Donc, il y a aussi euh, Patrick Stern. Patrick Stern, que vous allez voir, voilà, sur l'autre écran, qui est président de l'association PAGO, donc Pères aidants Grand Ouest, qui est une association qui réunit des pères aidants en santé mentale de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Il y a aussi Frédéric Pain, qui est, voilà, de l'autre côté, qui est médecin généraliste, qui nous vient de Normandie, qui s'est déplacé de là-bas pour nous parler de la santé mentale au plus proche de la ville. Je présenterai cette session de mise à jour euh, avec Karine Palardi. Ma tête. C'est ça. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc moi, je suis Karine Palardi, membre du collectif Santé en danger et du CA. Et je suis médecin du travail. Donc là, je viens de la Vendée, spécialement pour la soirée. Donc, après, je ne sais pas si j'aurais à donner un peu mon point de vue de médecin du travail sur la santé mentale, notamment en entreprise. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Voilà, donc sujet vaste et hyper important. Suite à la demande de notre président du collectif Santé en danger, le docteur Arnaud Chiche, avec Frédéric Pain, nous allons aussi dire quelques mots sur ce qui se passe donc pour les infirmières à Azalée en fin de session, euh, qui rentre aussi dans justement les soins primaires en santé mentale. Nous attendons encore une dernière invitée, Camille Moric-Faedi, qui ne devrait pas tarder à se connecter. Euh, la- cette petite émission là va durer 1 heure et demie. On va de 19h à 20h30. On va faire deux tours de nos différents experts. Premier tour déjà pour... on en parle aussi. Premier tour déjà pour euh, refaire un petit peu l'état des lieux de ce qui s'est passé depuis 2 ans, depuis le vrai Ségur de la santé, et un deuxième tour de table pour les propositions de chacun. Il y aura aussi le député donc Andy Cabra qui pourra prendre la parole, qui est présent ici ce soir. Euh, et il n'y a pas de caméra. Est-ce que ça serait possible juste C'est ça. Juste pour la présentation, voilà, qui nous fait parfait, qui nous fait l'honneur d'être présent ici ce soir. Euh, Député Andy Kerbra, qui est fidèle au collectif, que j'ai rencontré justement à l'occasion du vrai Ségur de la santé. Et on ne se lâche pas depuis. Donc, il pourra également nous dresser un état des lieux de la santé mentale, donc sur sa circonscription. Euh, un petit écho qu'on résout tout de suite. Voilà, c'est fait. On va pouvoir commencer le tour de table. Est-ce que tu voudras bien commencer, Florence? Donc, toi, tu faisais partie du vrai Ségur de la santé, la première session.
sur la santé mentale, où on a abordé pas mal de sujets, notamment l'attractivité du métier, la formation, le parcours de son patient. Est-ce que tu pourrais nous dire si, depuis 2 ans, il y aurait eu dans ton secteur d'activité des améliorations peut-être ou des choses qui se sont clairement dégradées? Alors donc bonsoir, hein. Sur ces points-là, l'attractivité métier, la formation, nous on peut dire que en tout cas sur les 2 dernières années, on n'observe pas, de dégradation en tant que telle, c'est-à-dire qu'on a toujours autant de personnes qui se tournent vers notre métier. On a, une augmentation de de l'entrée en formation initiale. On a le développement d'instituts de formation, voilà, quel que soit, nous, notre point de vue, je veux dire, sur ces instituts-là, puisque du coup, il y a des organismes privés et des organismes publics dans la formation initiale en psychomotricité. Mais en tout cas, voilà, il y a une certaine, dotation, en tout cas, sur nos filières en formation professionnelle, enfin, en formation initiale. Ça, c'est un premier point. Là où on a un point de vigilance toujours et qui augmente, c'est sur la question de la formation en alternance. Pour nous, notre point de vue, la formation en alternance n'est pas, une solution à l'heure actuelle. C'est une solution financière, mais c'est pas une solution, vraiment, métier. On pense que que la période étudiante est un moment vraiment important et qui doit être accompagné de façon à ne pas être sur le terrain de la même façon que, la façon dont les jeunes professionnels peuvent être exposés, par la suite. Ça, c'est notre point de vue. Elle Il y est a en train une de négociation en cours, n'est-ce pas? Il y avait des alors c'est négociations en cours possible, sur mais la en tout cas, moi, formation. pour aujourd'hui, nous, on sait qu'elle est en tout cas, les directeurs d'établissement, aujourd'hui, sont de plus en plus enfin, on leur demande de plus en plus d'être sur l'alternance en psychomotricité. Je sais pas pour les autres formations, mais nous, ça, c'est sûr. Sur la formation professionnelle continue, on en tout cas, nous, on n'a pas comment dire? On n'observe pas de changement notable en tant que tel. On a de la forma enfin, on a des collègues en fait, c'est toujours des cultures d'établissement, hein. C'est-à-dire qu'il y a des collègues qui mettent beaucoup de temps à accéder à de la formation professionnelle continue et d'autres qui ont régulièrement des formations professionnelles continues. Ce que nous, aujourd'hui, on peut observer, c'est que, on a plus de collègues, qui sont dans les établissements publics de santé qui ont accès à de la formation continue que dans le privé. En tout cas, pour nous, notre visière de notre côté, au en tout cas à l'organisme avec lequel on collabore avec Respire Formation. Donc on a ces aspects-là. On a l'impression que c'est plus simple pour les collègues du public que du privé d'avoir accès à de la formation. Par contre, pour nous, la formation professionnelle a évolué dans le sens où on est pressurisé pour, accompagner des formations courtes. En fait, c'est des collègues qui viennent pour des formations sur 1, 2, 3 jours, 4 jours. On arrive à avoir des formations sur 5 jours, mais c'est peu. Et aujourd'hui, on estime que dans les métiers qu'on pratique et surtout quand la santé mentale est engagée, cette question de la temporalité, de la façon dont on s'imprègne des choses, de la façon dont on va construire et intégrer et intérioriser un cadre professionnel, une façon de faire évoluer pour nourrir et puis construire nos positions soignantes, nécessite une certaine temporalité et on appellerait quand même à des formations professionnelles continues qui puissent être plus longues ou en tout cas qui puissent se dispatcher dans le temps, plus que ce qu'aujourd'hui on voit, facile d'accès, dans le financement. Et On avait abordé la question de la recherche pas mal aussi, Éléonore, il me semble, en lien un peu avec toutes ces questions-là. Moi, je les trouve en lien, donc je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne là-dessus? moi, ce que j'aimerais savoir, c'est surtout les professionnels qui sortent déjà de la formation initiale, comment eux, ils le vivent De quoi? par rapport à la formation, quand ils sortent par De rapport à la... de leur parcours en formation initiale?
Une fois Est-ce qu'ils qu'on sont les retrouve, professionnels de tu veux dire, santé, je veux dire. Une fois qu'ils sont psychomotriciens. Comment eux, ils où le... est-ce qu'on les retrouve? Est-ce qu'on le retrouve sur le terrain? Comment ça se passe? C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas un regard très, comment dire, très synthétique là-dessus. C'est-à-dire qu'on a des formations initiales où les jeunes professionnels, alors les jeunes professionnels en règle générale trouvent du travail. Hein, très facilement. Ceux qui ont, en tout cas, qui partent à la recherche de travail, trouvent du travail dans les 3 à 6 mois, ça c'est sûr. Alors, c'est quand même des métiers, hein, voilà, je le redis, mais juste pour le redire, on le sait tous, très féminisés, avec des temps partiels. Donc, voilà, une forme de précarité au sens où le temps partiel est toujours, enfin voilà, n'est pas satisfaisant pour beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Euh, Maintenant, on a aussi des échos quant au fait que les jeunes collègues ne restent pas longtemps sur le terrain ou rentrent sur ou des processus de formation, initiale d'autres, donc poursuivent avec des masters santé, avec des choses comme ça, ou enfin, ne bénéficient pas, n'exercent pas le métier pour lequel ils ont été formés et vont faire d'autres métiers. Et ça nous arrive. Nous, moi, j'ai eu un témoignage là-dessus. Alors, je ne parle que du témoignage, hein. On n'a pas fait d'études, c'est pas standardisé. Voilà, je replace bien mon propos. Il s'agit de témoignages et de retours du terrain qu'on a de façon, voilà, par le fait qu'on est exposé, que les gens viennent nous voir pour nous confier les choses. Mais donc ça, c'est arrivé qu'aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus d'organismes comment dire, d'établissements de formation initiale qui sont sur des petites promotions, donc une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, et qui sont régionaux, en fait. Et dans certaines situations, on a eu des échos en fait, à l'ouverture, les premières promotions, en fait, il y a eu la moitié seulement des personnes de la promotion qui ont été exercées et qui sont restées dans le métier à la suite, et pas Ok. plus que ça. Et t'expliques ça comment, à ton Alors moi, avis? De... je veux pas dégrader le travail des collègues. Je pense qu'en fait, ces centres régionaux travaillent avec des formateurs de terrain qui sont trop jeunes, concrètement. Je le dis comme ça, je pense que c'est des bons formateurs, mais je pense que leur, leur maturité dans le métier fait que il y a une construction interne qui, quand on est au contact de la santé mentale, on a besoin d'avoir structuré des outils internes, une construction interne pour faire face à la pathologie, pour comprendre ce qui se passe, et que cette structure interne-là, elle demande du temps, elle demande des outils, et il faut pouvoir en fait le constituer. Est-ce que c'était sur les formateurs? Est-ce que c'était sur le temps qui leur était accordé, enfin dont ils disposaient, ou d'autres contraintes? Je peux pas dire. Je sais pas. Moi, je sais juste, je fais cette observation-là, que c'était des équipes qui avaient pas beaucoup de métiers dans les pattes, concrètement. D'accord. Ok. Euh, peut-être que c'est bien d'avoir des jeunes, mais pour donner un petit peu que ce soit un peu panaché, mais peut-être pas Voilà, et que en fait, il des faut jeunes. mixer. C'est peut-être Ça, c'est juste sûr. ça. En C'était un fait, profil. travailler avec des formateurs, des enseignants qui ont beaucoup de métiers, mais qui n'ont pas fait évoluer leur référentiel de connaissances, c'est Mhm. pas une réponse non plus. Ça, c'est Ok. sûr. C'est-à-dire qu'on a absolument besoin d'équipes hétérogènes, étayées, avec des ressources, avec Mhm. eux-mêmes de la formation continue en amont. Euh, voilà, des éléments un Ok. peu comme ça. Ok. C'est-à-dire que plutôt d'alerter sur les projets régionaux qui peuvent ne pas, enfin, attendre plus de maturité, c'est possible. Voilà Ouais.
Bah, déjà, tu as donné pas mal d'informations. Du coup, ça va être bien parce qu'on commence à avoir des idées pour les propositions à venir. Je vais passer la parole. Du coup, merci beaucoup, Florence. On va continuer le tour de table à Camille Morik-Faidi, cofondatrice du Manifeste Psy, qui est à l'origine, enfin, qui a été construit suite au Mon Parcours Psy, au dispositif national Mon Parcours Psy. Camille, est-ce que tu veux que je te laisse te présenter? Et puis du coup, on va pouvoir enchaîner sur un petit peu ton état des lieux depuis 2 ans avec toute cette histoire. Il s'est passé quand même pas mal de choses depuis 2 ans. Et Donc, oui, effectivement. Est-ce que tu m'entends bien, Éléonore, du coup? moi, j'entends bien. Ok, super. Bon, bah, déjà, Je n'entends plus correctement. bonsoir. Merci pour l'invitation. Alors, pour faire un petit débrief et par rapport à ce que tu as dit, donc effectivement, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute, et je suis la cofondatrice du collectif Manifeste Psy. On est un collectif de psychologues qui regroupons aujourd'hui environ 9000 psychologues en France, partout sur le territoire national et dans les Outre-mer. Des psychologues qui travaillent dans tous les secteurs, fonction publique hospitalière, dans le privé, euh, dans les associations, des enseignants-chercheurs, voilà, partout sur le terrain. Donc, nous représentons les psychologues français. Voilà. Et les psychologues ont eu pas mal de problématiques ces dernières années avec le gouvernement, hein, comme vous le savez sûrement. Et effectivement, depuis le dernier Ségur de la santé, on va dire que les soucis ne vont pas mieux et se sont peut-être même aggravés. Il s'est passé beaucoup de choses depuis les 2 dernières années, la dernière année, les 3 dernières années. Le collectif Manifeste Psy existe depuis février 2021 déjà. On est en 2024, on a fait du chemin depuis. Cette année, en 2023, on a organisé un colloque à l'Assemblée nationale auquel le collectif Santé en danger était également invité. Éléonore, était là. On a pu présenter justement notre rapport parce qu'on n'est pas juste des psychologues mécontents de la politique gouvernementale, mais on a aussi plein d'idées très concrètes sur comment améliorer l'accès aux soins psychiques pour la population française. On n'est pas juste dans un rejet de ce qui se fait de la part du gouvernement. Bien sûr qu'on rejette leurs propositions, mais on a également les nôtres parce que les psychologues en fait ont le droit de participer justement à la création de projets qui les concernent et que le gouvernement ne peut pas faire l'impasse sur notre profession et ce que nous représentons et notre vision du soin psychique en France aujourd'hui. Et pourtant, c'est ce qui a été fait depuis le début sous le gouvernement Macron. Comme tu le disais, effectivement, nous, on s'est créé en réaction à la création du dispositif anciennement Mon Psy, puis devenu Mon Parcours Psy et aujourd'hui appelé Mon Soutien Psy. Et peu importe le nom qu'il aura dans les prochaines années, en tout cas, ce dispositif et tous les rejetons de ce dispositif sont boycottés par les psychologues cliniciens et psychologues psychothérapeutes français. Nous rejetons tous ces dispositifs. Je me souviens plus combien de pourcentage il y a de psychologues qui ont boycotté ce dispositif. On est 93%. Voilà. C'est beaucoup, voilà, de toute la population des psychologues français. On est environ 70 000 psychologues en exercice en France. Voilà, nous sommes 93% à rejeter et boycotter tous ces dispositifs qui sont jugés dégradants pour les soins psychiques et pour la prise en charge des patients, qui sont jugés maltraitants pour notre profession et pour l'accueil de nos patients en souffrance psychique, qui ne sont pas adaptés au terrain, qui ne sont pas adaptés à la profession, qui ne sont pas adaptés tout simplement à un processus psychothérapique et qui ne reflète pas et n'est pas en adéquation avec le travail qui est le nôtre en fait. Et puis justement, les psychologues cliniciens, psychothérapeutes ne sont pas des auxiliaires de santé. Aujourd'hui et dans le passé, voilà, on n'a jamais été auxiliaire de santé. Et demande en fait, et je redévelopperai plus tard quand on viendra à nos propositions, et ce qu'on expliquait à l'Assemblée nationale, comme tu le sais, Éléonore, nous, ce que les psychologues cliniciens et psychologues psychothérapeutes français revendiquent, c'est effectivement qu'on ait une meilleure place dans le système de santé en France, puisque aujourd'hui, effectivement, notre place, elle est pas très bonne, mais elle peut pas être définie comme étant paramédicale. Ça ne convient pas, ce n'est pas en adéquation avec notre code de déontologie, ni avec nos pratiques, ni avec nos compétences. Par contre, ce qu'on propose, et j'y reviendrai plus tard, mais c'est de rentrer dans le code de la santé publique comme des professionnels périmédicaux.
Donc, ce serait la création d'un autre livre dans le Code de la santé publique parce que nous sommes au pourtour en fait, du médical sans être à l'intérieur, mais sans y être exclus non plus. Voilà. Donc, tu avais peut-être une question. Déjà, tu nous donnes un petit peu le suspense pour les propositions pour la suite, donc c'est chouette. Je voulais aussi te parler de notre Premier ministre qui, au bout de 3 ans maintenant, qu'ils essaient de mettre en place ce dispositif après avoir changé beaucoup de fois le nom du dispositif, même s'il reste identique, qui disait que c'était finalement, tout compte fait, pas une bonne idée. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Gabriel Attal? Alors, c'est pas exactement ce qu'il a dit. En Ok. fait, quand tu regardes bien tout son discours, que tu lis ses interviews, que tu l'écoutes à la télé et que tu reprends en fait tout ce qu'il a dit, c'est vraiment de la communication à la Macron, c'est-à-dire que c'est de l'enfumage du début à la fin. Donc en fait, puisque les psychologues français font du ramdam depuis 2021, nous, à travers le collectif Manifeste Psy, c'est vrai que tous les psychologues inscrits dans le mouvement ont vraiment fait de l'excellent travail. On a été très présents dans les médias. Vous l'avez, je pense que tout le monde l'a vu, lu, entendu à un moment donné. On a vraiment essayé d'être partout. On a essayé d'être à la radio, à la télé, dans la presse écrite. Les manifs, bon, elles ont peut-être pas extrêmement bien marché à part la première, mais quand même, il y en a eu. Enfin, il y a eu vraiment une grosse mobilisation. On a fait tout ce qu'on pouvait, voilà, pour être présent sur la sphère médiatique, sur la sphère politique. On a été invité à l'Élysée, on a été invité au ministère de la Santé, on a été invité à l'Assemblée nationale des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Personnellement, je suis allée à l'Assemblée et au Sénat, je le compte même plus. Tellement de fois j'y suis allée. On a rencontré des tas de sénatrices, de sénateurs, de députés. Partout en France, les psychologues du collectif ont rencontré le plus de députés et de sénateurs possible. Tous ceux qui acceptaient en fait de nous parler et qui étaient sensibles à la question de la santé mentale, à la question du devenir des psychologues cliniciens français, à la question de l'accès aux soins psychiques pour la population et du fait que ce dispositif était boycotté. Voilà. Donc on a vraiment fait de notre mieux pour que vraiment tout le monde soit alerté sur le fait qu'il y avait un problème dans la politique de santé mentale actuelle du gouvernement, que notre profession n'était pas entendue, que nous n'étions pas respectés, que les patients n'étaient pas respectés et que le dispositif et tous ces rejetons, c'est pas une solution en fait à la problématique d'accès aux soins psychiques en France, mais que c'est plus un pansement troué sur une plaie infectée. Voilà, c'est la plaie infectée et trouée et saignante et béante, c'est les services publics. Et le gouvernement, au lieu de s'en occuper, externalise l'offre de soins vers le libéral dans quelque chose de fourre-tout, très bas de gamme et qui n'est pas du soin. Inadapté. Voilà, et qui ne respecte pas les patients et qui ne respecte pas les professionnels. Voilà, et qui est vraiment du coup maltraitant pour tout le monde. Donc on a fait de notre mieux pour que tout le monde l'entende, que tout le monde le sache, que ce soit de plus en plus connu. Et en fait, ça a tellement bien marché que tout le monde ensuite, même France Inter l'a repris quand il m'avait interviewé en disant que voilà, c'était un flop, que c'était un échec total, que c'était bidon. Enfin, et du coup, le vocabulaire dans les médias est vraiment devenu extrêmement négatif et le gouvernement ne pouvait plus en fait passer à côté. Donc en fait, Attal, qui n'est pas intelligent, s'est servi en fait de ça pour essayer justement de redorer dans son discours c'est assez manipulatoire, c'est oui effectivement c'est un échec, ça fonctionne pas, mais et en fait il fait croire dans son discours qu'ils vont révolutionner le truc, qu'ils ont entendu notre colère et notre détresse, nous professionnels, alors que non, pas du tout, et qu'ils vont faire un truc incroyable. Mais en fait ce qu'ils proposent, il n'y a rien de changé en fait. Il propose déjà de s'occuper uniquement de la prise en charge pour les mineurs. Donc déjà, exit les adultes, on s'en tape, on est adulte, c'est pas grave. Et pour les mineurs, en fait, il dit simplement qu'il va rehausser le montant remboursé, ce qui ne veut pas dire qu'il va mieux payer les professionnels, et que effectivement, puisque ça fonctionne pas de devoir passer par un médecin généraliste parce que c'est pas un facilitateur d'accès aux soins psychiques, ça c'est pas lui qui le dit, c'est nous. Mais du coup, il réutilise ça en disant c'est compliqué d'être obligé de passer par un médecin. Donc effectivement, on n'aura peut-être plus besoin de ça. Mais c'est tout. Dans le fond, en fait, il ne change en rien le dispositif, il ne change en rien l'accès aux soins psychiques en général pour la population française. Il ne retransforme pas du tout ce dispositif, il n'écoute pas les professionnels que nous sommes, il n'entend pas nos propositions et pourtant, notre rapport qui contient 18 propositions concrètes a été remis à l'Assemblée nationale, au Sénat et en main propre au ministère de la Santé.
Ils sont très bien au courant, voilà, de ce que souhaitent les psychologues français aujourd'hui et de ce que demandent les cliniciens psychothérapeutes Mhm. et de ce qui pourrait aider justement à favoriser un meilleur accès pour la population à des soins psychiques de qualité et notamment voilà, remboursés pour les plus précaires. Et ils n'entendent pas et ils continuent en fait dans leur démarche. Et ils n'en ont rien à faire en fait de l'avis et de l'opinion des professionnels et ils continuent sans nous. Moi, je peux le dire très clairement, quand j'ai été invitée au ministère de la Santé, on m'a répondu qu'ils avaient une feuille de route, que notre projet, qu'il était très, très ambitieux. Ah, Voilà, c'est l'adjectif qui a été utilisé. Voilà, à toutes ok. les sauces, on m'a dit que le projet était très ambitieux, mais que eux, ils avaient leur feuille de route et qu'ils allaient la maintenir. Ok. Ils n'ont pas dit que notre projet n'était pas bon. Ils n'ont pas dit qu'ils n'entendaient pas pourquoi on demandait ça. Et on leur a Mhm. très bien expliqué que dans d'autres pays dans le monde, ça se fait. Donc en fait, on ne demande pas un truc de fou. Et c'est à peu près ce qui se passe aux États-Unis. Donc, comme on leur a expliqué au ministère de la Santé, il n'y a pas de raison en fait que les psychologues cliniciens français soient maltraités par le gouvernement et que dans d'autres pays, on les respecte. Et que nous, on Ils a ont le droit leur, au respect en France. ils ont leur feuille de route, mais les psychologues ne se laisseront pas faire. Oui, c'est ça. Je te laisse garder les propositions pour la suite. Oui, Bon, 18, tu n'auras peut-être pas le temps, mais j'imagine que tu je feras ferai les un plus, condensé. voilà, les plus populaires, j'imagine. On va ensuite entendre donc Patrick Stern, président de l'association PAGO, Père aidant Grand Ouest. Je vais te laisser te présenter, te mettre à notre place. Hop. Tac. Ah oui, je peux te mettre avec toi, finalement. D'accord. Bonsoir. Merci. Alors, Patrick, depuis 2 ans, est-ce que tout le monde m'entend là, même si je suis un peu loin? Alors, comment je fais? Je fais comme ça. Est-ce que tout le monde m'entend? Super. Donc, Patrick, merci beaucoup d'être présent parmi nous. Donc, au premier vrai Ségur de la santé, nous n'avions pas inclus de père aidant, en effet, dans les propositions. Donc, cette année, on est quand même en 2024, ça nous paraissait indispensable d'écouter ce que les pères aidants traversent. Donc, depuis 2 ans, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots, toi, les freins que tu rencontres, les difficultés que tu traverses Personnellement, Eh bien, les deux. Déjà, peut-être commencer par expliquer ce que c'est qu'un père aidant, parce que on est beaucoup de professionnels de santé, mais au collectif Santé en danger, il y a des professionnels, pas uniquement de la santé mentale. Donc déjà, juste commencer par expliquer ce que c'est qu'un père aidant. père aidant, étymologiquement parlant, c'est un père, c'est-à-dire PAIR, qui aide les autres, donc qui aide ses pairs, c'est-à-dire les gens qui ont eu un parcours psychiatrique lourd ou plus ou moins prononcé, on va dire, qui viennent au secours de personnes qui en sortent à peine, qui sont tout nouveaux dans leur établissement. Mais je crois que ouais, ça pourrait être ça comme définition. Parfait. Et du coup, dans le parcours de soins aujourd'hui, euh, si tu veux te prendre toi comme exemple ou d'autres personnes qui se sont confiées à toi peut-être, euh, quelles sont les difficultés rencontrées par les usagers? Ouais, les difficultés rencontrées, pour moi, c'est toujours les sorties d'hospice qui sont Mm. compliquées. Mhm. J'en suis sorti encore il y a 10 jours, et je dois dire que c'était un peu des cata. Pas sorti, mais pas si, durant les prévus. Mm. Est-ce que tu peux décrire une sortie d'hospitalisation? À quoi ça ressemble une sortie? Une sortie, c'est tu rentres chez toi, bon. Et voilà, donc c'est un peu léger, je trouve. Et, ça faisait longtemps que j'avais été hospitalisé, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis. Mm. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Et je t'invitais aussi pour nous parler un petit peu du statut de père aidant et de ce que j'appellerais son statut précaire. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui quand on est professionnel euh, euh, Déjà, avec... il faut savoir que les professionnels, ils sont formés normalement. oui, Moi, je ne suis pas, mais ça, c'est particulier. Et
Ils sont formés. Après, ce qu'il faut, c'est trouver une structure, en fait, qui accueille. Ça, c'est le plus gros problème, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent se mettre à faire de la pérédance pour faire de la pérédance, mais qui ne sont pas formés à accueillir le pérédant. Là, tu parles des professionnels de santé qui ne sont pas formés à accueillir un père aidant. Tout à fait. Ça, c'est compliqué dans le groupe. Mm. Bon, tout ce que j'entends parler de temps d'expérience de pérédant qui se Mm. pose, c'est ça le problème principal, c'est que les équipes ne sont pas formées pour intégrer le pérédant. Mm. Sachant qu'il y a du boulot qui a été fait en amont. Hein. Et est-ce que tu sais combien de temps un père aidant, je ne sais pas s'il existe déjà des moyennes en France, parce que moi, les pères aidants, je les connais depuis 2012 en gros. C'est ça, la première formation, c'est sur OMS, c'était 2012. Ouais. Euh, Est-ce qu'on sait combien de temps un père aidant reste à peu près dans un service? Non, ça, je ne sais pas te dire. Je ne peux pas te dire, mais lui, c'est peu de temps. Ouais. Parce que déjà, il faut que ce soit pérennisé, le poste. Mhm. Et des pérédants pérennisés, j'en connais, je sais pas si c'est comme ça d'avant, quoi. Des gens qui sont sortis en 2015, 2017, 2018 de formation, j'en connais peu qui sont encore en poste. Ok. Donc, c'est des postes, en fait, c'est souvent expérimental. C'est des financements sur 1 ou 2 ans. C'est le financement sur 2 ans, en fait, 2 ans, le temps de la ok. formation, Ouais. et puis après, c'est fini, quoi. Mm. Après, c'est pas remis après, c'est pas remis c'est pas pérennisé, si tu veux. Ouais. C'est juste la formation qui est prise en charge pour voir. Une fois que une fois que les pères sont formés, en gros, ça se reproduit pas. Ok. Donc voilà, c'est précaire. En effet, c'est précaire. Donc là, on a fait un petit tour dans le parcours de soins sur le statut de père aidant. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose ou tu gardes les propositions pour la suite? Non, je garde les propositions pour la suite. Allez, on fait ça. Alors, merci beaucoup, Patrick. Du coup, avec toutes ces informations-là, j'aurais voulu savoir si, Andy, si tu veux bien intervenir sur ce qui se passe, voilà, plus localement, et puis ce qui se passe aussi à l'Assemblée nationale, les propositions de loi, celles qui ont été entendues, votées, etc. Ça te va? Eh ben, on y va. Et oui, il n'y a pas le choix parce que c'est le seul micro. Je suis désolée, mais allez. Il nous faut 3 chaises. On va mettre 3 chaises. Je me Moi, présente. allez, c'est parti. C'est allumé là? Là, c'est allumé. Tout le monde entend. Donc bonjour, Andy Cabrat, député de la Loire-Atlantique, député de Nantes. Je travaille à l'EFI NUPES, hein, je précise, donc dans l'opposition. Et je travaille avec plusieurs de mes collègues, dont Élise Leboucher, qui est une ancienne aide-soignante en psychiatrie, sur un contre-projet psychiatrie avec plusieurs autres formes de forces de gauche. Et nous avons proposé, lors du dernier projet de loi de finances de la sécurité sociale, un contre-projet sur la psychiatrie, avec par exemple, en effet, une évaluation nécessaire de mon Parcoursup a pour objectif, d'ailleurs, d'en sortir ou d'avoir plutôt mon Parcoursup aussi. Hein, Ah oui, voilà. le dispositif passe là, je sais. Et non plus. Il y a beaucoup de sujets. Mon Parcoursup, pour pouvoir ensuite faire un travail aussi sur cet accès réel au sein psychiatrique, car 10 millions de Français ont ou vivent avec des problématiques liées à la psychiatrie. Bon, moi, mon engagement en tant que parlementaire, et Léonore le sait, elle m'avait vu déjà pendant la campagne législative, il n'est pas ancien, il vient en fait d'un sujet très local, qui est le sujet du transfert du CHU à Nantes. Notre hôpital public à Nantes, qui est sur 3 sites, un site un peu plus gériatrique dans l'ouest de la ville, un site psychiatrique dans le sud de la ville et un site urgence généraliste dans le centre-ville, va être regroupé et a pour objectif d'être regroupé dans un espace plus petit sur l'île de Nantes. Et alors que notre psychiatrie, dans le 44,
connaît une grave crise. Et je ne sais pas si vous avez pu en entendre parler, mais il y a eu énormément de presse sur ces 2 dernières années dans le 44 où on vit une énorme crise. On a connu les fermetures d'Epsilon, on a connu énormément d'enfants de pédopsie qui sont passés en urgence, qu'on a fait passer en urgence, en urgence adulte et en psychiatrie adulte, faute de place, parce qu'il y a eu des fermetures de lits organisées par la direction du CHU, par un seul et aussi même objectif, une réduction des coûts. C'est quand même ça la base de la destruction de notre hôpital public, c'est d'avoir créé ce New Public Management, comme ils appellent ça, et une pensée libérale au sein de l'hôpital qui ne prend plus en compte le patient, qui ne prend pas en compte le soignant, et qui ne pense en que la rentabilité. Et notre hôpital à Nantes, malheureusement, l'hôpital Saint-Jacques, fonctionne sous ce régime-là, avec du sous-effectif permanent auprès des infirmières qui, malheureusement, se sont mobilisées en septembre dernier, plusieurs jours de grève. Mais on connaît les grèves des soignants, hein. Les grèves des soignants, c'est on fait grève, mais on continue à travailler, ce qui est louable, mais qui est toujours très dur. Et avec, en effet, la fermeture d'un espace qui était l'espace de 8 lits en pédiatrie, en pédopsie, qui ont fait que on a eu 8 enfants de moins de 16 ans qui ont passé plusieurs nuits chez les adultes, et ce qui a amené à des problématiques atroces avec des attouchements. Ce qui a créé un scandale, évidemment, ce qui fait que d'ailleurs les lits ont été rouverts depuis dans le service. Mais avec le dimensionnement du futur hôpital, on a de grandes craintes. Le 44, la Loire-Atlantique, est un des départements qui a connu le plus de fermetures de lits sur les 20 dernières années. Il y a eu des départements encore plus sinistrés, hein, la Seine-Saint-Denis, malheureusement, et ainsi de suite. La PHP est dans un état lamentable, alors qu'on a détruit un bijou qui aurait pu être autre chose. Mais bon. Mais le 44 a connu 1300 fermetures de lits en 20 ans. Ce projet de transfert du CHU, par la pensée de rationalisation autour de l'ambulatoire, c'était ça leur objectif, va réduire encore de 230 lits. Alors, il y a un débat, il semblerait qu'on a réussi à obtenir un peu, ça va être 80 lits maintenant, seulement de supprimer. Cependant, on a maintenant de nouvelles parce que l'hôpital continue à connaître un déficit et donc il y a une recherche de coûts qui va se faire. On a un conseil de surveillance, je suis membre du conseil de surveillance du CHU de Nantes, donc j'ai des informations comme ça qui me reviennent régulièrement. Et nous, notre pensée au niveau des groupes parlementaires, hein, je ne vais même pas parler de mon parti à moi, mais de manière générale, c'était qu'il fallait qu'au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y ait un grand débat sur la psychiatrie. Eh bien, il faut vous rendre compte que le gouvernement, sur ce moment-là, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, n'avait pas mis une ligne, c'est-à-dire même pas une ligne budgétaire, ni en retrait, ni en plus, sur le sujet de la psychiatrie. De toute façon, ça a été voté enfin, ça n'a pas été voté, ça a été le 49.3. Ce qui fait que nos propositions, nos amendements n'ont pas pu être retenus. Mais ce qui fait que sur l'année 2024, il n'y aura pas, à la marge, d'aide à la psychiatrie. Qui plus est, les nouvelles coupes budgétaires annoncées se font aussi dans le monde de la santé. Malheureusement, je vais rassurer personne, on ne va pas vers du mieux. On va même vers une dégradation généralisée. Mais cependant, ça n'empêche pas l'exercice parlementaire de se faire. Et on a plusieurs projets de loi, propositions de loi initiées par des parlementaires qui essayent de trouver leur chemin. Pour l'instant, aucune n'a réussi à percer, hein. Je veux dire, on n'est pas encore rendu à une proposition de loi cadre dans le parlementaire permettant. Mais on a un travail transpartisan qui se fait, sur lequel, malheureusement, encore une fois, ça vient principalement du Sénat. Et là, je n'ai pas trop d'informations sur ce qui va nous arriver. Je sais qu'il y a un projet de loi en ce qui concerne l'obligation par l'État de l'occupation des enfants ayant un trouble neuropsy sur les périodes de pause scolaire. Alors, ça veut tout dire et rien dire, et on verra si ce projet de loi, mais c'est quelque chose de transpartisan qui avance et qui doit être alimenté. Et c'est pour ça que je suis là ce soir aussi, par votre vrai Ségur, c'est-à-dire par les propositions qui seront faites tout à l'heure, que voilà, je vais aussi transmettre moi à nos collègues qui travaillent sur ce domaine-là pour qu'on continue, nous, à être le plus performatif possible, parce que même si le gouvernement n'entend pas grand-chose à ce sujet-là, je pense qu'on a quand même, nous, l'initiative parlementaire qui peut agir. Et c'est tout le travail et toute la difficulté de face à ce sujet. Donc, le gouvernement n'écoute pas, malgré son CNR qui était aussi tourné santé mentale, malgré les assises
du Sénat et malgré tout ce qui a pu être fait, l'UNICEF a fait un rapport sur la pédopsychiatrie, etc., etc. Avec Merci. on peut dire aussi hein, des consignes données aux ARS qui sont dans cette logique comptable de réduction des coûts. C'est quand même ça, c'est d'avoir monnayé notre santé psychique, qui est un des grands enjeux du XXIe siècle en réalité, surtout dans les années post-Covid. Eh bien, c'est quand même un drame qu'on va vivre et qu'on va payer. Donc, on est en train de même pas capable d'investir dans le futur. C'est ça, c'est que le calcul est mal fait, puisque moins on investit à ce jour dans la psychiatrie, plus on risque des dépenses importantes dans l'avenir. Euh, je vais profiter de ta présence Ouais. ici. Est-ce que dans la salle déjà, il y aurait des questions à poser? Monsieur Andy Kelvat. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions sur le fil de discussion par les personnes qui nous regardent? Le chat. C'est ça. Est-ce qu'on peut voir les questions des personnes qui regardent? Pour l'instant. Ok. De toute façon, je reste. Hein. Je suis pas parti. Oui, il y aura peut-être des questions pour la suite. Donc, moi aussi, j'aurais peut-être des questions. Question. Voilà. Ah. Une question de réflexion, mais D'accord. un échange, une demande d'échange. Donc, en fait, je suis médecin du travail et la problématique de la santé mentale dans les entreprises devient vraiment un enjeu majeur. Alors, nous, en santé au travail, on reçoit des personnes de consultation qui sont amenées à aller sur le terrain dans les entreprises. Donc, on a une augmentation des visites à la demande pour épuisement professionnel, pour anxiété professionnelle, dépression, stress post-traumatique, des conflits, on en a tous les jours, en fonction des secteurs. J'ai régulièrement au moins deux alertes par jour de conflits qui émergent et ça va très très vite en fait. On n'a pas la possibilité d'agir rapidement, donc après ça impacte la santé des entreprises, la santé économique. Et moi la question que je me pose, c'est que si on parle chiffres, est-ce que à un moment le taux économique, enfin les conséquences économiques de la diminution de la santé mentale des patients et des salariés potentiels en situation de travail, est-ce qu'à un moment, ça ne pourrait pas bouger du fait de ce constat-là? Est-ce que là, il n'y aurait pas la possibilité de dire, vous voyez que, on va dire, si le côté santé mentale ne suffit pas, rapidement, est-ce que la santé économique des entreprises sont impactées par cette dégradation? Il ne pourrait pas être un élément suffisamment porteur ou entendable, en tout cas, pour le gouvernement. Motivant. En tant qu'un ancien secrétaire de CHSCT, le comité d'hygiène, santé et sécurité d'entreprise, donc j'ai encore un peu de mémoire de ce que c'était. Et c'était d'ailleurs un outil qui aidait aussi quand même qui n'était pas performant sur tous les aspects, mais qui le micro-cotage de CHSCT dans les entreprises du privé a mis beaucoup de mal, et ils ont aussi cette prévoyance qu'on pouvait avoir. En fait, tout cet élément, je suis tout à fait d'accord, hein, je le partage. Je pense que moi, c'est plus le facteur humain qui va compter plus que le facteur pognon, mais c'est un élément que nous avons mis en avant quand François Ruffin avait déposé sa proposition de loi pour la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, qui est un enjeu. Encore une fois, ça fait partie des enjeux de toute cette souffrance de travail, quelque part la reconnaissance, et ainsi de suite. Et on a même dépassé, en effet, hein, on n'est plus dans le phénomène juste du burn ou burn-out, on est rentré aussi dans le phénomène la direction de choc post-traumatique lié au travail. Oui. C'est-à-dire c'est encore plus loin. Les gens rentrent dans un truc où on va créer de l'incapacité des personnes qui ne pourront plus travailler. Le travail devient un environnement hostile. Ouais, tout à fait. Et on avait eu une étude d'impact, en effet, financière au moment de ce projet de loi. Je pourrais la rechercher, c'est assez intéressant. C'était nous-mêmes qui l'avions fait, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'on avait, grâce à nos experts et à différents sachants, comme on dit, réussi à dire, bah oui, en fait, le gain de productivité, la santé économique de l'entreprise, etc., etc. Pour tout vous dire, quand je vois que le gouvernement, sur les parties, par exemple, de la réforme de l'assurance chômage, conditionne le RSA, donc sur des tâches qui vont être des tâches inférieures, qui vont être non valorisées, et ainsi de suite, vont continuer à systématiser ce système un peu de maltraitance. Je pense que oui, la société est prête et beaucoup de petits patrons de TPE, PME, eux en ont totalement conscience.
La problématique, c'est que derrière ça, il faut déclencher le pognon. Il faut trouver les sous. Un des grands enjeux, et quelque chose quand j'étais en CHSCT, qu'on disait souvent, c'est que l'entreprise, sur la gestion de risque, ne s'occupait que du secondaire et du tertiaire, c'est-à-dire une fois quand l'accident est là et après que l'accident soit passé, mais jamais sur la prévention. Et je pense que sur tous les sujets, de toute façon, la santé en France a été prise sur son traitement de ne jamais empêcher que l'événement arrive. Et c'est tout le travail qu'il faut faire. Nous proposons, par exemple, sur le diagnostic, le fait qu'au niveau des collèges, du collège, fin primaire et collège, on propose qu'il y ait une visite pour chaque élève possible à 7-8 ans et à 12-13 ans, ou à 14-15 ans, ou 13-15 ou 14 ans, je ne sais plus, 14-15 ans, c'est plus logique, pour en fait faire un bilan. Parce que tout ce qu'on peut traiter à l'avance, avoir connaissance à l'avance de situations, de troubles. Encore une fois, un enfant sur 9 va connaître un trouble psychologique, excusez-moi. On peut le détecter et donc trouver les bonnes solutions aménagées, de ne pas se retrouver dans la situation où on est dans le drame et on est dans l'hospitalisation, on est dans la contrainte et ainsi de suite. Ça devrait être toute la pensée de la société. Et pour ça, il faudrait avoir une politique de prévention majeure. Prévention. Et je pense que moi, c'est l'enjeu central, la prévention. Je le disais déjà quand j'étais syndicaliste, hein. Je le dis encore. Justement, la prévention. Ça va être... Par rapport à la prévention, du coup, moi, je voudrais rebondir là-dessus parce que, par exemple, on met l'accent sur ces points-là à l'heure actuelle dans la politique de santé. On sait que c'est une façon de réduire les coûts à long terme. Par exemple, la prévention, c'était pas du tout intégré à la formation initiale des psychomotriciens. Quand les décrets ont été construits, quand le premier référentiel formation a été construit. Aujourd'hui, ça fait partie des champs qui sont absolument intégrés à notre champ de formation et pour lesquels on n'a pas les moyens de former correctement, enfin pas correctement, on les forme, hein, nos jeunes étudiants, mais le problème c'est qu'on n'a pas réingénié du tout notre métier par rapport à plein d'autres métiers de santé. Et donc, nous, c'est vraiment le premier point sur lequel j'interviens et je rebondis là-dessus, c'est que il faut donner les moyens aux acteurs de terrain de construire cette prévention. Le premier point, c'est ça. Le deuxième, c'est la question, je reviens là-dessus, sur le temps dont on a besoin. Quand on parle de moyens et de réinjecter et d'argent, en fait, de quoi on parle? On parle de payer du temps. Du temps de soignants, du temps pour que les soignants se forment, mais du temps pour que les soignants fassent leur métier correctement, parce que qu'est-ce qui fait traumatisme et psychotraumatisme? C'est les moments où en fait le temps psychique, enfin le temps qu'on a pour penser notre travail n'existe plus. Et à ce moment-là, on perd le sens du métier, on perd le sens de ce qu'on vient faire là, et on a une vraie déflagration intérieure puisque le fait de venir au travail n'est plus porteur de sens pour qui que ce soit, ni pour soi, ni pour le patient en face qui du coup a affaire à des gens qui n'ont plus, qui perdent pied par rapport au lieu où ils sont. Donc voilà. Génial. Merci Florence pour commencer les propositions. On va aussi enchaîner avec Dr Frédéric Pain. Merci beaucoup, Landy Carva. On aura peut-être d'autres questions ensuite sur les propositions justement. Et là, on va pouvoir parler donc de la santé mentale au cœur de la médecine générale, au cœur de la ville, et justement la place de la prévention en santé mentale. Bonjour à tous, je suis Frédéric Pain, je suis médecin généraliste à Saint-Lô dans la Manche. Accessoirement, je suis vice-président du collectif Santé en danger. La santé mentale en médecine générale, c'est comment dire, un chantier qui date pas d'il y a 2 ans. En fait, depuis 2 ans, il ne s'est absolument rien passé, mais en fait, la situation est très, très dégradée depuis très longtemps. Alors moi, j'en ai toujours entendu parler de la santé mentale, parce que ma mère était psychologue et mon père était pédiatre, donc quand même, ils étaient tous les deux confrontés déjà à des difficultés. Mais ce qui est sûr, c'est que dans mon exercice, en fait, tout à l'heure, on parlait des difficultés, c'est le temps,
le temps, le nombre et l'argent, le financement. Et en fait, tout est lié. Le temps, parce que on est débordé. On est débordé. En fait, il manque de spécialistes. Il manque de tous les spécialistes. Moi, je suis dans un département, dans une ville-préfecture où le dernier dermatologue part en retraite. Il reste un cardiologue libéral. Et il y a un psychiatre libéral qui doit partir en retraite sous peu. Enfin, voilà, donc il n'y a plus absolument aucun spécialiste. Donc en fait, les médecins généralistes croulent on n'a plus de service de pédiatrie les urgences pédiatriques ont fermé. Donc en fait, on gère. Est-ce que je peux te demander à la louche combien ça représente dans tes consultations sur une journée ou sur une semaine, les consultations avec pour motif la santé mentale? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est une fois par mois? Non, c'est fréquent, c'est tous les jours. Ouais. Moi, je pense que c'est probablement 20% des consultations au moins. D'accord. Et encore en comptant les motifs spécifiquement en psy, parce que je pense que la plupart des consultations, avec plein d'autres pathologies, en fait, il y a toujours un motif psy qui se greffe derrière. Mhm. Et tout à l'heure, on parlait notamment qui nous occupe énormément, c'est tout ce qui est souffrance au travail. Et donc là, c'est la souffrance au travail qui a vraiment décuplé. Moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis installé. Ça a vraiment décuplé. Et là, on retrouve toutes les problématiques, c'est-à-dire qu'il faut énormément de temps pour pouvoir s'occuper de ces gens-là. On ne l'a pas. On est complètement démunis parce que l'accès aux psychiatres, aux psychologues, au CMP, enfin, tous les accès sont saturés parce que tout le monde est débordé de travail. Donc en fait, là, on retrouve le problème de temps, c'est-à-dire qu'il faut les prises en charge sont retardées. Pendant ce temps-là, nous, on fait ce qu'on peut. On a du mal à remettre les gens au travail. Enfin, c'est un cercle vicieux. Ah oui, parce que vous êtes aussi contrôlé là-dessus. En fait, les gens, ils n'ont pas accès aux soins, donc ils tombent en arrêt de travail parce que justement, ils sont en burn-out, surmenés, dépression, etc. Mais en même temps, il n'y a aucun moyen pour les accompagner vers le Alors, travail. Et c'est vous qui êtes... clairement, on a été assez attaqué là-dessus, les médecins généralistes, sur le fait que les arrêts de travail auraient explosé, augmenté. Alors, c'est vrai, les chiffres sont là, ça augmente, mais en fait, moi, j'ai absolument jamais changé ma façon de travailler. Je connais même pas mes chiffres, j'ai jamais changé ma façon de travailler. Mais c'est une certitude que j'ai beaucoup plus de patients en burn-out qu'il y a 10 ans, 15 ans. Donc forcément, ils sont arrêtés. C'est jamais des arrêts de travail courts, c'est toujours des arrêts de travail longs. Euh, et donc, ça ne fera qu'augmenter. Donc, de toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, tant qu'il y aura les mêmes difficultés dans le monde du travail et les mêmes difficultés d'accès aux soins en psy. De toute façon, ça ne fera qu'augmenter. Les gens ne pourront plus aller au travail, ils seront de plus en plus arrêtés. Ça ne va faire qu'augmenter. Quoi qu'on fasse. Et je pense que le problème ne vient pas des généralistes, évidemment, hein. Il y a forcément des cas qui sont un peu limites et qu'on pourrait discuter, mais enfin, de toute façon, le problème vient on manque de temps, on manque d'argent. On manque d'argent, en fait, non, on manque pas d'argent, mais en fait, on manque d'argent parce qu'on n'a pas pour former plus de professionnels, hein, parce que clairement, on retombe sur les mêmes problématiques que pour tout le reste des autres spécialités. On retombe sur la problématique du numerus clausus. Il n'y a pas assez de psychiatres parce qu'il y a eu un numerus clausus au niveau des études en médecine qui a touché tous les secteurs, forcément. La pédopsychiatrie, c'est un mot qui a quasiment disparu chez nous. La psychiatrie, c'est plus possible. La ville universitaire la plus proche, qui est à 1 heure de route, on n'arrive même pas à avoir d'accès au pédopsychiatre. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accès possible en pédopsychiatrie chez nous du tout. Donc, on avait un service de pédiatrie qui s'occupait essentiellement des adolescents, qui était assez orienté psy, qui s'occupait. Et en fait, le service a complètement fermé, faute de pédiatre. Donc, il faut encore quelques consultations, mais il n'y a plus d'urgence pédiatrique, il n'y a plus rien. Donc, c'est. Et un numerus clausus qui a lui aussi changé de nom, mais qui est encore bien... Ah oui, de toute façon, qui n'a pas été. bien réel. Le numerus clausus qui a été supprimé sur le papier, mais dans les faits, il ne se passera rien puisque ça a été transformé en une espèce de numerus apertus qui limite quand même le nombre d'étudiants et dont l'augmentation
est beaucoup trop faible, parce qu'en fait, on forme que 6-7% d'étudiants en plus. Donc, de toute façon, il n'y aura pas, il y a pas d'effet, il n'y a pas d'espoir à attendre de ce côté-là. Loin des besoins de la population aujourd'hui et dans 6-10 ans. Donc, en fait, la situation, elle est, elle est très compliquée parce qu'en fait, on a, on a peu de solutions, notamment dans les situations d'urgence où là, on est complètement démunis parce qu'on ne peut pas avoir d'accès à envoyer notre patient chez un psychiatre rapidement. Mhm. Donc, en fait, on se retourne toujours vers des solutions vers- Écoutez. qui sont pas forcément les meilleures. C'est-à-dire qu'il y a quand même une unité d'accueil, d'évaluation et d'orientation là, dans le cadre du centre hospitalier spécialisé. Donc, en fait, parfois, on n'a que cette solution-là. Donc, on les envoie, où ils sont reçus par un infirmier spécialisé, mais qui se trouve aussi rapidement débordé parce que euh, effectivement, c'est lui qui va tout gérer, qui va trier, hein, qui va accueillir, évaluer et orienter. Mais en fait, on fait ça un peu dans l'espoir que le patient pourra voir le psychiatre de garde et de ce fait-là, qu'il pourra enclencher un suivi. Mais malheureusement, les psychiatres sont tellement peu nombreux que de toute façon, effectivement, il va le voir ponctuellement sur le temps de la garde. Mais après, malheureusement, le psychiatre, il ne pourra pas forcément le prendre en charge. Là, on retombe sur le problème de nombre, on n'est pas assez nombreux. Et, et, et ces interruptions dans le parcours de soins et cet inaccès aux soins, elle a des répercussions bien plus globales que ça, bien plus larges, Ah parce qu'en ben, fait, oui. qui se retrouve à s'occuper des personnes en demande de soins, en besoin de soins, eh bien finalement, ce sont les proches aidants, qui pourraient vivre correctement en restant aidants. Tu me diras, Patrick, si tu peux compléter ce que je dis. Mais c'est là aussi où on retrouve la santé au travail et puis l'argument économique qui ne tient pas. Parce que la personne qui n'a pas accès aux soins, finalement, de toute façon, elle ne pourra pas retourner travailler, etc. Puis les proches qui ne trouvent pas non plus d'aide extérieure de professionnels de santé, eux qui avaient une vie quotidienne comme tout le monde, eh bien, peuvent se retrouver surmenés aussi, peuvent juste se retrouver coincés dans le temps, dans l'espace, enfin, juste emmener son proche à un rendez-vous. Bah, en fait, si c'est sur des heures de travail, bah, ils peuvent juste pas aller travailler, en fait. Ah bah oui, ça altère le fonctionnement de la personne et de tout son entourage. Et puis La société, ça a en des fait. conséquences sur la santé mentale de l'entourage, ça c'est évident. Et puis, nous, clairement, il y a le fait qu'on n'a pas le temps. Et moi le premier, on n'a pas été... la formation, hein, on pourra en parler aussi de la formation des médecins généralistes en termes de psychiatrie. Enfin moi, à l'époque, maintenant je ne sais pas trop, mais à l'époque, elle était, on va dire, proche du néant. Moi, eu la chance, entre guillemets, d'être 3 mois faisant fonction d'interne en psychiatrie à la fin de mon externat, avant de commencer mon internat, où en fait, c'est à peu près les 3 mois de psychiatrie, les seuls 3 mois de psychiatrie que j'ai fait dans mon cursus. J'ai appris quelque chose là, mais en fait, on n'est pas du tout formé et on ne pourra pas remplacer toute la prise en charge de psy, mais comme pour les autres spécialités. Mais maintenant, on nous demande de tout faire. On a l'impression que la psychiatrie, tout ce qui est psy, toute la santé mentale, Possible. en fait, c'est un peu le même discours que le reste, c'est le virage ambulatoire. Alors là, on ne le dit pas pour la santé mentale, mais à l'hôpital, on dit on met plus personne à l'hôpital, virage ambulatoire, sans savoir si on a les moyens. Donc en ville, c'est pas grave, le généraliste, il va tout gérer avec l'infirmière libérale, c'est pas du tout le cas, hein. Les gens sont hospitalisés bien plus qu'avant. Et la santé mentale, on a un peu le même problème. On a supprimé des lits en psychiatrie. Moi, j'ai des patients qui travaillaient, pas des patients à moi qui travaillaient en centre hospitalier spécialisé, qui a déjà une douzaine d'années, me disaient, docteur, on va avoir des problèmes parce qu'au boulot, ils sont en train de fermer des lits, vous verriez, on remet des gens dehors qui ne devraient pas être dehors. Mhm. Et non seulement ils peuvent être dangereux parce qu'ils sont dehors, mais dis pas que ça, c'est qu'ils sont dans la nature, ils n'ont plus de soins, ils n'ont plus de suivi. Et ça fait plus de 10 ans qu'on me dit ça. Et donc, évidemment, ça s'est exactement passé comme ça. C'est ce qui se passe. On a fermé les lits. Et donc, nous, on peut pas gérer tout ça. On nous demande d'être psychiatre, on nous demande d'être dermatologue. Maintenant, on est en train de vouloir, on démarche pour être formé, parce qu'il n'y a plus de dermatologue, on démarche pour être formé, pour qu'on puisse dépister les cancers. Enfin bref. En visio.
ou en visio, mais même, voilà. Mais de toute façon, on veut essayer de faire croire à la population que bah, le médecin, s'il fait une formation, il pourra remplacer le psy. S'il fait une formation, il pourra remplacer le dermato. S'il fait une formation, il pourra remplacer le pneumologue. Mais c'est quelque chose qu'on essaie d'insinuer dans la tête des gens, que nous, on veut nous faire faire. Mais il faut pas rêver, quoi. Enfin, on pourra pas, mais jamais, jamais, on pourra remplacer les spécialistes. Donc, de toute façon, et là, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, la santé mentale, on a fait un virage ambulatoire, c'est pas grave, on va fermer des lits. Bon, ils trouveront toujours bien quelqu'un pour les prendre en charge, c'est un peu ça, et en fait, non. Mais en fait, c'est magique la psychiatrie parce qu'on ferme des lits pour promouvoir l'ambulatoire sans jamais investir dans l'ambulatoire. Parce que là, les secteurs, ils sont pas du tout pensés pour accueillir la population. Je parle des CMP, etc. Ils sont pas du tout, il n'y a pas du tout suffisamment d'effectifs pour accueillir Bah non, puis toutes les personnes qu'on aurait besoin. en termes d'effectifs au CMP, ils ont quand même pas mal de professionnels, mais en fait, ce qui manque quand même, c'est les psychiatres. Alors, il y a un psychiatre qui s'est installé en libéral, alors tout le monde dit, ouais, c'est chouette, les patients disent, ah, c'est bien, il y a un psychiatre en ville. Ah ouais, mais il y en a un de moins, à l'hôpital, voilà. Donc, c'est le même, quoi, en fait. Donc, il a changé d'endroit, donc ça change rien, en fait. Merci beaucoup, Frédéric. Tu peux rester là parce qu'on va tout de suite enchaîner sur les propositions. Avant d'enchaîner sur les propositions, peut-être glisser un mot sur ce qui se passe pour les soins primaires et justement les grosses difficultés que rencontre le dispositif Azalée et les freins des pouvoirs publics. On parlait de prévention tout à l'heure. Bah oui, alors clairement, les infirmières azalées, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les infirmières qui sont engagées, les infirmières de santé publique, en fait, qui sont engagées dans tout ce qui est éducation thérapeutique et prévention. Donc, clairement, dans un travail que les médecins n'ont pas le temps de faire, ne sont pas forcément formés suffisamment pour le faire, n'ont pas le temps de faire. Et honnêtement, n'ont pas toujours envie de faire parce qu'on a tellement de choses à faire que c'est pas forcément. On n'a pas tous une appétence pour ça. Et donc, l'éducation thérapeutique, la prévention des infirmières azalées, ça recoupe beaucoup de domaines. Alors, on pense évidemment tout ce qui est éducation thérapeutique dans le diabète, on pense à toutes les maladies chroniques respiratoires, l'asthme, la bronchite chronique, tout ça. Mais effectivement, il peut y avoir tout un travail, alors je ne sais pas quel est le nom, mais il y a tout un travail qui peut être fait en termes de prévention en matière de santé mentale par ces infirmières-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est un dispositif qui fonctionne depuis 20 ans, qui fait l'unanimité tant chez les infirmières azalées que chez les médecins, que chez leurs patients. Tous les politiques qu'on a pu rencontrer sont bien conscients que c'est un système qui fait l'unanimité et personne ne trouve à y redire, quel que soit je dirais, le bord politique. La Caisse nationale d'assurance maladie, dans tout ce qu'elle peut écrire, reconnaît que c'est un excellent dispositif. Donc on se dit, c'est formidable, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Parce que pour l'instant, la CNAM commence à freiner sur le financement, retarde le versement des aides, puisque c'est la CNAM qui finance le dispositif Azalée. Et donc là, elle est en train de faire des blocages, des retards de paiement. Et on sait pas trop pourquoi. Qui finance de moins en moins, en voilà. fait. Et Il a commencé par les loyers, etc. Donc, ça a un véritable impact parce qu'en fait, le dispositif de ces infirmières en santé publique s'en trouve menacé. Alors, outre les inquiétudes que ça génère pour elles et pour leur santé mentale, parce que quand on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va être payé, quand on commence à s'inquiéter pour la pérennité de son emploi, de son travail, ça a un impact. Et puis au-delà de tout ça, si jamais le dispositif venait à être mis par terre, et ben, on va se priver d'un outil pertinent et efficace de prévention. Et donc, qui va encore payer les pots cassés en premier lieu? C'est le patient. Donc, on ne comprend pas trop bien ce qui se passe. Avec le collectif et puis beaucoup d'autres, on a commencé à rencontrer des députés. Bon, tout le monde nous accueille favorablement, hein, parce qu'en fait, c'est juste
un problème pour l'instant, on a l'impression, administratif, de convention, de financement. Donc, bon, je pense que là-dessus, faudrait qu'on arrive à être assez pragmatique. On a un dispositif qui fonctionne bien, qui est reconnu unanimement comme bien fonctionné. Je pense qu'il faut que la CNAM finance sans sourciller. Et puis après, effectivement, si il y a dans la convention des choses à revoir, il faudra les revoir, mais dans le calme. Et il ne faudrait pas que la CNAM fasse une espèce de chantage, de menace avec des retards de paiement. Le dispositif, il marche, il faut que ça continue. Après, s'il y a des choses qui ne plaisent pas à la CNAM, s'il y a des problèmes, je ne sais pas, de gouvernance, de gestion, de gérance, à la limite, je dirais, c'est pas le problème des infirmières et des médecins, c'est pas le problème des patients. Il faut que ça soit réglé, mais à part, et surtout pas que ça soit, qu'en fait, il y ait une espèce de prise d'otage du dispositif et des patients. C'est un super exemple que tu as donné en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, par exemple, et le sevrage tabac, par exemple, les azalées, les infirmières azalées, donc infirmières déléguées à la santé publique, elles peuvent prendre en charge les sevrages tabac. Les sevrages tabac, en fait, c'est toute une histoire du patient et on rentre vraiment dans l'éducation thérapeutique. Prend en considération vraiment l'histoire du patient pour l'accompagner au mieux pour atteindre l'objectif qui est d'arrêter du tabac. Le tabac. Mais en fait, à travers son histoire, eh bien, il y a beaucoup de choses. Il peut y avoir des traumatismes, il peut y avoir des difficultés au travail, etc. Et en fait, la place des infirmières azalées en santé publique, ça peut être en fait un excellent outil pour justement faciliter le parcours de soins en santé mentale et dès le début de la prise en charge, parce qu'on est aussi là pour pouvoir orienter, pour pouvoir repérer les difficultés des patients, pour pouvoir travailler aussi. Enfin, juste consulter un psychologue, c'est pas facile. Moi, plusieurs fois, j'ai parlé de psychologue à mes patients qui auraient vraiment besoin de consulter un spécialiste. Et ça se travaille. Non, non, mon problème, il n'est pas dans ma tête, etc. Enfin, ça demande du temps. Et ça, le dispositif à la ZALE, ça date de 2004. Depuis 20 ans, les infirmières en santé publique, elles avaient le temps de pouvoir faire ça. Et ce temps-là, il a été mesuré plusieurs fois. C'est bénéfique pour le patient, pour son parcours de soins. Là, on est vraiment dans les préventions, ce qu'on appelle la prévention secondaire. Et elle pourrait être garante, justement. Bien sûr. Et puis, c'est certain que être porteur d'une maladie chronique ou se sevrer de ces facteurs de risque, c'est évident que ça a un impact sur la santé mentale. Donc, de toute façon, tout est lié, quoi. On a déjà commencé à donner quelques petites propositions. On va refaire un tour de table. Avant de redemander à tout le monde leurs propositions, je vais reprendre les propositions du vrai Ségur de la santé. Donc, on va voir ensemble s'ils sont toujours d'actualité, si certains ont été investis et si d'autres ont été peut-être complètement négligés. Alors, la première proposition, c'était promouvoir le lien ville-hôpital. Donc, c'était pour solutionner les ruptures actuelles dans le parcours de soins. Il y avait amélioré la coordination en pré-hospitalisation et en post-hospitalisation par des référents de confiance stables, réguliers et disponibles. On avait notamment parlé des professionnels libéraux, entre autres, d'adapter les nomenclatures justement pour que les professionnels libéraux puissent accompagner en poste et en pré-hospitalisation. Création de maisons de psychothérapie publique en ville avec professionnels de la santé mentale, d'orientation multiple. Donc, on avait déjà parlé d'abroger le dispositif Mon Psy. Pour les psychologues, il y avait laisser l'organisation de l'activité libérale aux professionnels, améliorer la qualité des formations, renforcer les effectifs de psychologues, de soignants et de travailleurs sociaux en santé mentale. Pour ça, on avait parlé de revaloriser les salaires, d'indexer le salaire au coût de la vie. On en avait déjà parlé en 2022. Améliorer les conditions de travail. Et la dernière, c'était décloisonner la psychiatrie, informer, éduquer, prévenir la population à la santé mentale.
éduqué sur les différentes compétences des professionnels de santé en santé mentale. On s'était rendu compte que c'était encore difficile pour la population de comprendre les différences entre psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, éducateurs spécialisés, etc., etc. Et démocratiser les premiers secours en santé mentale. Voilà. Je vais juste une seconde parler de ça, justement à propos de décloisonner la psychiatrie, d'informer, d'éduquer la population à la santé mentale. Juste pour dire que ben, nous, on a commencé à le faire. On vient d'investir un nouveau pôle de santé, là, et en fait, qui a été, je trouve que c'est assez révélateur de ce qui se passe, qui a été, en fait, nous, on cherchait médecins généralistes, on avait créé un projet de santé, et donc on avait besoin de locaux. On a beau être dans une région où il manque de médecins, les collectivités locales, que ce soit département, région, agglo, ville, on va dire poliment envoyer une fin de non-recevoir en disant vous êtes des libéraux, on n'êtes pas les libéraux, c'est pas notre compétence. Voilà. Et le centre hospitalier spécialisé, lui, avait le projet de refaire des locaux pour son CMP. Et donc, ayant eu vent qu'on cherchait des locaux, en fait, le centre hospitalier spécialisé nous a proposé de construire un bâtiment commun. Donc, en fait, c'est la SCI du centre. Ils ont une SCI, c'est une fondation qui a une SCI donc qui a construit un bâtiment où en fait il y a toute une aile qui est occupée. Alors, ils sont propriétaires, le centre hospitalier spécialisé. Il y a toute une aile qui est occupée par le CMP. Et nous, on loue l'autre aile pour les médecins généralistes. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a quand même l'idée après de justement de renforcer le lien entre la ville et l'hôpital. Donc là, on vient d'emménager, donc on n'a pas encore fait de réunion là-dessus, mais l'idée c'est ça, c'est déjà de se rapprocher de rapprocher la médecine générale et puis la prise en charge de la santé mentale. Donc ça, déjà, en fait, le directeur régional de l'ARS se trouve très intéressé de ce projet-là. La chose savoureuse dans tout ça, c'est que en fait, on a monté ça, mais à aucun moment il y a un seul centime d'argent public là-dedans. Tout le monde trouve ça formidable, mais surtout il n'est pas question d'aider. Donc on peut faire des choses. Il y a des choses qui se font. Ça, c'est pas neutre hein, quand même parce que nous, on se retrouve avec des loyers qui sont quand même assez élevés par rapport à tout ce qui a été construit partout par les collectivités. Bon, bref, forcément, où ça revient moins cher aux médecins et non pas aux contribuables, hein, parce que de toute façon, quand c'est pas financé par les loyers des médecins, bah, il faut bien quand même que ça soit financé derrière. Mais donc, voilà, il y a des choses qui sont possibles à faire, mais c'est vrai que, en fait, il va falloir derrière aussi que les pouvoirs publics ils se saisissent des choses, et ça, on est loin des choses. Mais donc, c'est possible, et donc, c'est des choses qu'on trouve, enfin, c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire que le fait de mélanger, en fait, entre guillemets, les lieux de consultation, ça devrait un peu, entre guillemets, je n'aime pas trop le mot, mais démocratiser le- le- l'accès aux soins en psy, quoi. Si ça peut un peu démythifier, parce que c'est vrai que les gens ont du mal à aller voir le psychologue, le psychiatre, il y a toujours. Donc on pense que le fait que tout soit réuni sur un même lieu, bah, les gens, voilà, ça va leur simplifier la tâche. On voit dans les quartiers, les maisons de santé dans les quartiers populaires, avec des centres d'itinéraires qui permettent en effet à des personnes qui iraient voir un généraliste, mais n'iraient pas voir un spécialiste, de pouvoir avoir accès à des spécialistes et donc de bénéficier et décloisonner les produits. Il n'y en a pas assez. Et l'argent public, enfin l'État n'est pas assez, les collectivités ne mettent pas assez dedans. Voilà. En tout cas, c'était un excellent exemple de ce qui pourrait être fait. Alors, on va reprendre le tour de table. Merci beaucoup, Frédéric. À tout à l'heure. Florence, est-ce que tu veux bien continuer ce que tu avais commencé tout à l'heure sur les solutions, notamment pour les psychomotriciens?
Nous, dans notre cas, donc le premier enjeu pour nous, c'est de faire réouvrir la réingénierie du métier qui a été fermée par les pouvoirs publics depuis 2011. Alors, est-ce que tu peux juste définir un petit peu ce mot, parce que ceux qui connaissent pas ce qui se passe, la réingénierie du métier, juste en quelques mots, expliquer de quoi il s'agit, s'il te plaît. En fait, c'est une réécriture des textes réglementaires qui encadrent la profession de santé, enfin les professions de santé, en lien avec, en lien aussi avec toute la formation initiale, puisqu'il y a 3 volets qui sont le référentiel métier, le référentiel activité et le référentiel formation. Et donc, en fait, dans le référentiel activité, on définit les compétences attendues, qui sont du coup retrouvées dans le référentiel formation. Et tout ça est en lien avec aussi la formation initiale, l'ancrage dans la formation initiale. Alors, il y a aussi, il y a en fait une vigilance à avoir pour nous quant au fait qu'on définisse des compétences non pas par rapport aux prescriptions du terrain, aux prescriptions politiques du terrain, les compétences métiers, mais qu'on les écrive par rapport au développement des disciplines de soins, en fait. Ça, c'est un premier point. Nous, on a une attention particulière quant à la santé mentale des soignants. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas nous, le discours des politiques qu'on entend ramène beaucoup de situations sur l'attitude ou la présence ou sous-entendu les pseudo-compétences des soignants et qu'aujourd'hui on est dans une situation où les collègues sont à la fois pressurisés par les réalités de terrain, les situations complexes qui ont augmenté, et par le fait qu'on ne leur donne pas les moyens de travailler avec de la supervision, avec de l'analyse des pratiques, avec donc l'étayage aussi des collègues psychologues qui viennent construire et soutenir l'analyse des pratiques des soignants. Ça, c'est un point Mais essentiel. je suis en train de réfléchir, l'analyse de pratique, c'est pas obligatoire depuis quelque temps là? En tout cas, c'est difficilement mis en place, même si c'est devenu obligatoire. En tant que tel, moi, j'entends pas d'endroit où c'est enfin, où les moyens sont donnés suffisamment. C'est-à-dire que on peut toujours dire oui, il faut de l'analyse des pratiques. Si il s'agit d'une demi-heure annuelle, je suis désolée, ça ne marche pas. On est dans des situations où en fait le soin se fait pas par forcément un geste technique, il se fait par le temps d'attention et la contenance qu'on va apporter à la personne qui est en face, chacun avec son identité professionnelle et avec ses outils de professionnel. Et ce temps-là, aujourd'hui, on est il doit être vraiment pris en compte dans la décision politique. C'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup parlé de la santé des soignants à notre premier vrai Ségur. Et c'est vrai que ça pourrait faire aussi partie des solutions. Des soignants en forme et en bonne santé, ça pourrait que améliorer la qualité des soins en santé mentale. Merci beaucoup, Florence. Je vais continuer le tour de table. Camille, est-ce que tu es avec nous? C'est marrant, je te vois pas. Ça y est, super. Alors, tu nous as fait un Oui, super je suis là. tout à l'heure. Génial. Les propositions dont tu pourrais te parler tout à l'heure. Alors, en condensé. Donc j'ai envie de dire que déjà toutes les propositions de l'an dernier restent en place, hein, mais qu'on en ajoute du coup. Alors, donc ça on reprend nos propositions qui ont été rédigées dans notre projet et qui ont été transmises au gouvernement. Donc, on commence par la mise en place d'un doctorat clinique en psychothérapie pour les psychologues cliniciens psychothérapeutes. Parce que c'est important d'officialiser nos compétences et que justement ça va permettre en fait de mettre en place un doctorat professionnel tourné vers la clinique sous la forme d'un praticat non contraignant
et de permettre de créer aussi les maisons des psychothérapies dont on avait parlé déjà l'an dernier, dans lesquelles les psychologues cliniciens en formation assuraient des soins psychiques de première ligne. En fait, ça réutiliserait, si vous voulez, mon soutien psy, on enlève mon soutien psy et les soins psychiques de première ligne seraient créés comme ça. Génial. Donc Alors, j'ai ça, une c'est une question première là-dessus, proposition. parce que depuis que j'ai présenté le vrai Ségur de la santé, le compte-rendu, il y avait beaucoup de psychologues qui tiquaient un petit peu sur cette proposition-là et qui nous disaient, et les CMP dans tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on Ça pourrait n'a leur rien à répondre? voir. En fait, Ouais, bon, les CMP, c'est les CMP. Mais tout est écrit dans le rapport, donc je vais peut-être pas tout redire, mais les CMP, c'est les CMP, c'est pour les psychothérapies, et les soins psychiques de première ligne, c'est justement pour remplacer le dispositif Mon soutien psy. d'accord. C'est pas pour remplacer les CMP. Du soin, c'est pas de la psychothérapie, et certainement pas pour remplacer les CMP, puisqu'on se bat pour préserver les CMP. Parfait. Et tout le monde qui a posé cette question, ils sont un peu en retard. Bon. Ensuite, on propose donc une nouvelle convention de reforme pour les psychologues cliniciens, la création d'une nouvelle convention donc tripartite qui est respectueuse du code de déontologie des psychologues, et également la participation d'une indépendante hors parcours CNAM. La création, voilà, d'une. Et on demande également la revalorisation et la reconnaissance des soins effectués par les psychologues cliniciens, les mutuelles, puisque les mutuelles désengagées, heureusement, alors qu'elles s'étaient engagées désengagées suite aux annonces du gouvernement. Et un dépassement d'honoraires qui préserve le choix du psychologue ainsi que le choix de la thérapie. Et je continue et termine. On demande une réglementation de l'exercice de la psychologie et de la psychothérapie pour protéger les usagers de la psychologie et de la psychothérapie des dérives sectaires sans passer par un ordre. Ça permettrait de renforcer les garanties sur la qualité des formations dispensées par les organismes qui forment à la psychologie et à la psychothérapie. Ça permet d'établir des liens entre les différentes instances dont l'objectif est de protéger la pratique de la psychologie et de la psychothérapie, d'envisager l'inscription de la déontologie des psychologues dans un cadre juridique en concertation avec les psychologues, et d'envisager que la pratique de la psychologie et de la psychothérapie soit réservée aux psychologues et aux psychiatres. Et en dernier, comme je disais tout à l'heure, on souhaiterait en fait, attends, je recherche, l'entrée des psychologues cliniciens dans le code de la santé publique a une place périmée. Donc en fait, ça nécessiterait la création d'un quatrième groupe, dans le code de la santé publique pour la profession de psychologue clinicien, puisque ce qui existe aujourd'hui ne convient pas à notre profession. L'appellation périmédicale de ce nouveau livre du code de la santé publique, voilà, c'était l'idée que nous avions eue. Et en fait, toutes ces propositions-là, pourquoi elles sont tellement importantes? C'est parce qu'il est impératif aujourd'hui d'avoir des solutions concrètes pour ne pas laisser faire la mise sous tutelle que le gouvernement souhaite imposer à notre profession, et une mise sous tutelle notamment médicale, alors que la psychothérapie n'est pas un acte médical. Médicale, on n'est ni à l'intérieur ni à l'extérieur, mais que la psychothérapie. Est-ce que vous m'entendez? Ça coupe? Ah, je à peu près, à peu près. En tout cas, moi, ce que j'ai compris, c'est que vous souhaitiez garantir votre indépendance et que les psychologues y tiennent beaucoup. Et qu'il faut proposer des alternatives et que, en fait, on propose un contre-projet et que tout est expliqué, voilà, dans notre rapport qui s'appelle Construire aujourd'hui le futur des psychologues cliniciens psychothérapeutes en France. Et que, voilà, si tu as le lien, je peux te le redonner si quelqu'un souhaite qu'il soit distribué. On aura besoin du lien. Merci beaucoup, Camille, pour cette liste exhaustive et bravo. Patrick, est-ce que tu veux prendre la suite pour les solutions? Alors, tu sais quoi? Tu peux rester assise et moi je me mets en face. Alors là, ce que je te demande, Patrick, c'est si tu as Madame Catherine Vautrin devant toi, qu'est-ce que tu lui demandes? Un statut des pères aidants déjà.
Un statut des pères aidants. Alors, c'est-à-dire, C'est-à-dire que ça existe sur une fiche de paye, le métier de père aidant déjà. aujourd'hui, sur une fiche de paye, c'est pas écrit père aidant. Ah, d'accord. Ah oui, on en est là. Minimum norme, on va dire. D'accord. Parce qu'après, tu as un médiateur de santé père qui peut être marqué, mais c'est juste par la FEAP. Ok, Moi, je suis médiateur de santé père, par exemple, mais d'accord. c'est juste comme ça, c'est parce que mon emploi aura bien décidé de le faire. Mhm. Et autrement, voilà, c'est à peu près la seule chose que je vois qui. Là, c'est pour les pères aidants. Et si on parle des usagers en général, des usagers de la psychiatrie, quelle serait la première proposition vraiment number one prioritaire pour sortir de cette situation? Sur la situation actuelle, c'est franchement, je sais pas sorti de l'hospital ou pas. Bon, On se branche là-dessus, mais on reste sur la proposition d'il y a 2 ans sur garantir le parcours de soins, pré-hospitalisation et post-hospitalisation, c'est ça? c'était ça qui Celle-ci est toujours d'actualité et elle est prioritaire, ouais, primordiale. Ok, merci beaucoup, Patrick. Eh bien, oui. Euh, Andy Kerbrat, si tu veux bien reprendre la place. Et donc là, sur le 44, sur la Loire-Atlantique, s'il devait y avoir un vote, une bonne nouvelle pour la psychiatrie, pour la santé mentale, pour sortir de notre situation, ce serait laquelle? Euh, un changement de gouvernement, parce que la situation qu'on aurait dans le 44 ne dépend absolument pas, c'est une cause systémique. On prend le 44 n'est pas une exception Mhm. dans la crise de la psychiatrie et la crise de la santé mentale qu'on traverse en France, avec la crise de la santé. J'ai pris l'exemple de tout à l'heure, euh, les 1300 lits qui ont été fermés en Loire-Atlantique depuis les années 2000. Bon, on est à 1000 lits dans un territoire qui était déjà sinistré de base en Sarthe. C'est toute la destruction de notre système de santé et malheureusement, c'est ça toute la difficulté du moment politique qu'on a, euh, c'est que il est déjà trop tard. On ne rattrapera pas l'année prochaine ces 20 ans de destruction. Donc, il faut penser au temps long. Voilà, c'est un peu ça la pensée poudlotte. Et donc, changer. On en a un peu parlé tout à l'heure avec le rapport à la prévention et ainsi de suite. Je vais employer un terme que je déteste, et je vais le modifier après parce que ça me correspond plus, mais il faut rentrer dans une logique de la politique du care. Le care, donc du soin. Par la prévention pour pouvoir éviter, pour pouvoir permettre de réussir une vraie prévention, pas un truc qui est juste un apanage en disant on a mis des affichettes dans les établissements. Non, non, avec une politique Oui. du soin de personnel dans les établissements scolaires. Moi, je pense à la pédopsie en particulier, pouvoir détecter. Mais à côté de ça aussi, pour l'accompagnement. On proposait le corps d'AESH fonctionnaire en France pour pouvoir accompagner les enfants à l'école pour continuer à pouvoir avoir cette inclusion, même si elle ne correspond pas à tout le monde. Mais ensuite, ce que je vois, c'est qu'il faudrait prendre un peu toutes les solutions qui ont été dites là pour construire quelque chose. Mhm. Cette construction, ce que je vois, c'est quand même que le Ségur était une promesse de co-construction avec les soignants. Et on va dire que ça a été plutôt une écoute active qui n'amène à rien vu qu'ils n'appliquent pas les propositions qui sont faites. Tout leur a été dit, tout a été dit, on ne découvre rien et malheureusement, franchement, à part sur les petits, et je vous remercie énormément Camille pour les éléments et je vais lire l'intégralité que je n'avais pas encore lu de votre mémoire, je vais appeler ça comme ça, de vos propositions. Merci. Il y a des choses qui nous passent forcément toujours entre les lignes, malheureusement, et dans les filets. Euh, et cette construction, elle ne se passera que dans un rapport entre où le politique sort de sa logique financière et que surtout, elle se construise d'une base, de la base des soignants et des patients. D'être à la double écoute, à la fois de la société, comme je l'ai dit, 10 millions de personnes en France connaissent des troubles psychologiques ou psychiatriques. 10 millions, ça fait quand même un Français sur 7.
c'est énorme. On sait qu'il y a une explosion 1 sur 9 chez les enfants. C'est pour ça que j'ai beaucoup appuyé toute la discussion autour de la problématique du changement du monde du travail, qui est essentielle, de revenir aussi à une politique où le travailleur, le salarié, ait les moyens de sa défense collective. Et là, c'est là où l'importance des instances représentatives dans le travail qu'elle fait avec les médecines du travail en particulier était nécessaire, mais dans ce cas-là, il faut aussi renforcer la médecine du travail. C'est ça la société du care, la société du soin. C'est une société complexe, nouvelle, qui accepte juste une règle. La santé n'est pas un bien marchand. La santé n'est pas un élément qui a pour but final d'être rentable, parce que en réalité, en la prenant en charge, cette santé, on rend rentable tout le reste de la société si on veut rester dans ce modèle-là. C'est toute la complexité, tout le travail. Donc, bon, moi, c'est ensuite c'est le travail du parlementaire, je dis tout de suite, hein, moi, je suis pas un médecin, juste un ancien secrétaire CHSCT, ça me permet d'avoir quelques bases, mais je peux pas construire une loi. Nous ne pouvons pas construire de loi en étant sourds de ce qui s'est fait sur le terrain. Et tout l'enjeu aussi, je pense que c'est ça, si on veut recréer de la confiance entre le politique et le citoyen, entre le politique et le soignant, entre le politique et le patient, qui est normal, c'est parce qu'on a eu aussi des représentants de lobby du monde de la santé qui ont pris du pouvoir en politique. On a eu des corps, excusez-moi, sans aucun reproche pour les médecins généralistes, mais des corps de médecins généralistes qui ont été à l'Assemblée nationale, qui ont eu des députés et qui n'ont défendu que leur intérêt contre, à l'inverse, l'intérêt des infirmières. On a eu pareil pour la pharmacie. J'ai aucun doute. Non, non, mais et c'est exactement ce, je pense, qu'il va falloir, nous, hommes politiques, qu'on arrête de jouer les sachants et qu'on apprenne à être les courroies de transmission. Mais ça, c'est toute une... voilà. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle. Maintenant, c'est comment on réussit à faire en sorte que ça prenne le pas, de manière générale. Sachant que là, en ce qui concerne, euh, comment dire, l'effritement de notre système de santé, pour être modéré dans mes propos, c'est pas gouvernement dépendant. Tous les gouvernements successifs est allé dans la même direction. La même logique. C'est-à-dire que depuis la fin des années 90, début 2000, on applique, et on le voit parce qu'on en a parlé juste rapidement, une logique de rentabilité. C'est ce qu'on appelle le New Public Management. C'est une logique rentable du service public français. C'est une importation de l'école de Chicago en termes de pensée néolibérale. Et c'est ça qui a amené, par exemple, à ce que les directeurs d'hôpitaux publics ne soient plus des soignants, mais des fonctionnaires issus d'écoles de commerce, ou des gens d'ailleurs cherchant en école de commerce. Ce qui a changé la vision de comment devait être, c'est ce qui amène ensuite au débat, qui a changé vos pratiques, qui a amené à j'ai pas mon terme, c'est pas grave, une constriction de plus en plus forte sur les soignants, avec cette recherche de la rentabilité non assumée, parce que en vrai, c'était une pensée comme quoi ça allait être plus performant. Ça l'a jamais été, ça n'a pas marché, et on n'a fait que reproduire un système qui a amené déjà à la faillite d'un autre système, ou alors avec un choix politique affirmé, qui est d'envisager qu'il n'y ait plus de service public de la santé en France et qu'on passe sur un système privé. Mais le système privé, on le voit, n'est pas encore en efficience en face pour pouvoir, par exemple, la santé psychique. Parce que les conditions de travail dégradées sont identiques, que ce soit dans les établissements publics que dans les établissements privés. Et on parlait, vous voyez, sur le travail que vous faisiez sur les maladies chroniques, par exemple, que vous parliez tout à l'heure. Quand on entend qu'un gouvernement, le gouvernement d'Attal, souhaite s'attaquer aux ALD, aux infections de longue durée, ça crée une angoisse. Ces personnes vont donc se retrouver avec des soins en moins, ils vont avoir plus de difficultés à vivre. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des situations de stress, qui vont créer des situations de stress post-traumatique, qui vont créer des situations d'engorgement du médecin généraliste, qui ne pourra pas renvoyer au psychiatre, au psychologue, car des aires psychiatriques, des aires psychologues. D'isolement,
d'aidants, de proches aidants qui vont être eux-mêmes surmenés pour pallier aux difficultés Et c'est une d'accès chaîne. aux soins. Et malheureusement, moi, je vais pas vendre un truc en disant, hop, demain, on applique ma politique, ça marche. Non, il faut appliquer une politique du soin à notre monde du soin. C'est ça le pire. Il va falloir penser, et ça va être très dur. Oui, il va falloir 10 ans pour pouvoir rattraper, pour pouvoir revenir à une situation. 10 ans, je suis gentil. Hein. Alors, je disais 10 ans en 2020, en 2022. Vu qu'on est en 2024, ça va être 15 ans maintenant. Mais c'est un scénario. Mais cependant, il y a quand même une pression qui se fait de la base de la société. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que je te remercie, Léonore. Et je vous remercie énormément de m'avoir invité ce soir, car ça m'alimente aussi dans le travail législatif que je dois faire. De quand même continuer à porter par des propositions et essayer de trouver, parce que il y a des gens de bonne foi et de bonne volonté partout, de la majorité dans les oppositions. C'est à nous de construire aussi quelque chose en partant de ces réalités pour pouvoir en faire en sorte qu'à la fin, on ait quelque chose de positif, même si c'est à coup par à coup, mais ça sera toujours ça le gagnant. Merci à vous. Il y a des questions déjà. Et puis on va pouvoir conclure. Pas de questions. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, nous allons. Il va falloir que tu te mettes à ma place parce que sinon, on ne va pas te voir. Ah, c'est pas grave, ça m'importe. Et je laisse la parole pour la conclusion à Karine. Dis-moi, grande pression. Alors, bon, bah voilà, on me voit un petit peu mieux. Vous avez dû me voir un petit peu par intermittence. Ah bah, tu me laisses conclure. Alors, grande pression. Alors, bon, on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail sur la santé mentale. Je pense que là, oui, effectivement, 10, 15, 20 ans, beaucoup de travail à engager. Alors, moi, je dirais, je vais parler en tant que médecin du travail, hein, je suis plus à l'aise là-dessus. Je pense qu'au niveau, alors ce que je dis un petit peu dans les entreprises quand j'interviens, c'est que pour pouvoir faire des propositions cohérentes et potentiellement efficaces, il faut savoir s'asseoir sur la chaise du discernement. Alors, pourquoi dire ça? Parce qu'effectivement, les enjeux, les objectifs, les idéaux, pourquoi pas, mais on parle du terrain, on parle d'une réalité qu'il ne faut pas avoir peur de confronter. Et ça s'appelle du courage. Donc le courage politique, alors quand on parlait de changer de gouvernement, en tout cas, ou alors faire émerger un certain courage, je ne sais pas, qui permettrait effectivement à nos décideurs de regarder non pas ce qu'ils voudraient, et non pas ce qu'ils voudraient, mais ce qui est. Deuxième chose que je dis souvent aussi en entreprise, c'est comme en navigation, parce que je navigue un petit peu, en général, on laisse la barre à celui qui sait naviguer. C'est-à-dire que les salariés savent, ceux qui opèrent savent, les soignants savent ce qu'est un soin efficace. Et les soignants, les salariés, ceux qui sont sur le terrain savent de quoi ils ont besoin pour pouvoir grandir, pour pouvoir être efficient, pertinent, écologique. Écologique dans le sens où ce qui est produit est au maximum des possibilités qu'on a de le faire. C'est-à-dire qu'on a des moyens et on produit le résultat maximal par rapport à ces moyens. Le problème, c'est qu'actuellement, on nous définit des objectifs avec des moyens qui sont dérisoires par rapport aux objectifs qui nous sont imposés. Donc, c'est-à-dire que ceux qui opèrent, ceux qui font, n'ont même pas la main sur les moyens et n'ont même pas la main sur l'objectif. Donc, redonner la main sur les moyens et redonner, en tout cas, la définition des objectifs avec les moyens nécessaires. Et effectivement, la courroie de distribution du politique, c'est de mettre, tout comme tout dirigeant d'entreprise, c'est de mettre les moyens nécessaires pour obtenir le meilleur résultat. Et ce meilleur résultat, il doit être défini par ceux qui font le terrain, ceux qui savent ce qu'est un bon résultat en santé, c'est les soignants, mais c'est aussi effectivement les usagers, les patients, et en santé mentale d'autant plus. Donc comment mesurer on va dire une politique efficace en santé mentale? Bon, ça c'est un autre débat, on va dire, mais en tout cas là on en est loin, et ça je pense qu'on peut le partager. Sur les propositions qui ont été faites, alors effectivement, elles doivent absolument être portées. Savoir lesquelles seront les premières à mettre en place, bon, ça pourra se négocier avec nos décideurs. Je pense que
voilà, savoir se faire entendre, ça va être l'enjeu des prochains mois, des prochaines années. Comment se faire entendre? Bon, ça va être aussi un enjeu important. Un enjeu important. Alors, sur le New Public Management qui a été évoqué tout à l'heure, effectivement, ceux qui connaissent Christophe Dejour, qui est psychologue, psychanalyste, psychiatre, pardon, psychanalyste, médecin du travail et spécialiste en psychodynamique du travail, je vous invite à regarder ses conférences où il démonte totalement ce qu'est le New Public Management et il démontre parfaitement en quoi il est totalement pathogène et qu'il faut arrêter avec ces mesures. Et maintenant que c'est prouvé, on peut se demander pourquoi ça continue. Voilà. Donc, avons-nous des politiques qui sont, on va dire, en cohérence avec tout ça, on peut se demander. Alors, y aura-t-il une amélioration? Alors ça, c'est effectivement la grande question. Alors, on est dans une forme d'inertie de catastrophe, c'est-à-dire qu'effectivement, la situation, on est vraiment au creux du creux de la vague. C'est la discussion qu'on avait il n'y a pas très longtemps avec Éléonore, hier. Ouais, donc, effectivement, c'est tout récent. Comment remonter? Alors, on parlait de la santé des soignants tout à l'heure. Donc, effectivement, il va falloir aussi qu'au sein de cet aspect santé mentale, la santé des soignants soit mis en priorité parce que, comme je disais tout à l'heure, un soignant sait le soin cohérent qu'il peut apporter, mais pour apporter ce soin, il doit être en pleine possession de ses capacités et il ne peut pas soutenir ce soin s'il n'est pas lui-même soutenu. Donc, mettre en place des systèmes qui permettent effectivement aux soignants de décider des objectifs, des moyens et de pouvoir contenir l'intégralité en fait de ce qu'ils sont censés réaliser. Ça va être aussi quelque chose d'extrêmement important à construire de manière concrète. Ensuite, l'efficacité de ce soin qui sera porté par des soignants en pleine situation de santé, eh bien, tout dépendra effectivement des moyens qui seront mis à disposition. Donc, j'espère que au niveau du collectif Santé en danger et lors de quand on portera en fait ce vrai Ségur de la santé 2024 auprès des pouvoirs politiques, nous espérons vraiment être entendus et obtenir des propositions extrêmement concrètes parce que là, on a besoin de terrain, on a besoin de concret. Et je pense que voilà, au moins le premier signal favorable pour chacun, ce sera d'avoir des propositions qui ne seront plus hors sol, qui seront intégrées dans le terreau de la réalité et qui permettront de donner un signal fort de réencouragement de l'ensemble des personnes qui font le système de santé mentale et également qui redonneront espoir à la population qui est en forte attente et en fort désarroi. Donc, je pense qu'il va falloir mettre un phare au bout de la jetée très rapidement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est totale improvisation. J'espère que ça a été. Bravo, bravo, c'était super. Merci, Karine. Eh bien, merci à tous nos intervenants. Merci aux intervenants à distance. Je sais que c'est pas toujours facile d'allier les deux, mais bon, vous avez été super. On n'a pas tout dit, évidemment. On a passé qu'une heure et demie, un peu plus qu'une heure et demie quand même, sur le sujet. Mais voilà, on a dit l'essentiel et j'espère que tout le monde a pu dire ce qu'il voulait dire. Merci à vous, en tout cas. Eh bien... Merci. Merci à toutes et puis à très bientôt. À très bientôt pour la suite et un grand merci à vous de continuer à faire circuler les échanges et la réflexion ensemble. Merci. Et on vous tiendra au courant des prochaines dates pour la mise à jour du vrai Ségur de la santé. Allez, passez une bonne soirée tout le monde.